Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Satou Touré. Bonsoir. Bonsoir Satou, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Oui, je vais bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter? Pour faire une rapide présentation, je suis Satou Touré, j'ai 24 ans, je suis une analyste en fusion-acquisition en devenir. Pour faire un rapide passage sur mon parcours, je suis arrivée à l'âge de 11 ans en France et j'ai suivi tout mon parcours académique et professionnel en France. Je suis d'origine ivoirienne. Voilà. T'as besoin de plus d'informations? Non, pourquoi tu as choisi la France? Bon, à 11 ans, on ne choisit pas, on suit ses parents. Oui, c'est vrai. Donc j'ai suivi ma mère. Ok, très bien. Donc, tu as fait quoi comme études pour faire des fusions-acquisitions? Je suis issue d'un bac scientifique obtenu avec mention. J'ai ensuite intégré une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce à Paris pendant 2 ans. Après cette classe préparatoire, j'ai intégré une école de commerce où j'ai effectué, j'en suis diplômée. Du coup, j'ai été diplômée en mars d'un diplôme en finance, en corporate finance. Et en parallèle, j'ai aussi suivi un parcours à distance à la faculté de Grenoble pour obtenir un master en économie du développement. Et à la suite de ça, pendant mon école de commerce, j'ai fait une année de césure et la finance m'intéressait de plus en plus. Du coup, j'ai décidé de me tourner vers la finance. J'ai effectué différents stages. Et le métier qui a retenu mon attention, c'était les fusions-acquisitions. Donc, j'ai décidé de continuer dans ça. D'accord, Voilà. très bien. Tu as fait quelle école de commerce? Toulouse Business School. Ok, ça se passait bien, tu étais bonne élève? Ça se passait très bien. Bonne élève, j'ai obtenu toutes mes classes quoi, avec mention bien. Ah J'ai ouais. obtenu mon master aussi avec mention bien. Donc je suppose que oui. Mais le statut de bonne élève, tout ça, c'est pas un statut auquel je m'attache beaucoup. Ok. Enfin, pour moi, c'est important un peu au lycée, au collège, parce que c'est ce qui te permet d'être orienté derrière, si tu veux une formation d'excellence ou pas, que ce soit classe prépa, Dauphine ou Sciences Po, ton dossier doit être nickel. Donc, être bon élève, ça peut servir à ce moment-là. Mais quand on passe dans le supérieur, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est se concentrer en fait sur sa future carrière professionnelle Ok. et les expériences qu'on peut avoir en fait, et qui vont permettre d'affiner notre vision qu'on a de notre futur. Et je pense qu'il ne faut pas trop s'accrocher au statut de bon élève. Il faut avoir son master, c'est bien. Mais dans le monde professionnel, je pense que si on a eu la mention bien ou assez bien, ça importe peu. À peu près. Je dirais ça. Ça Ok. n'importe pas tant que ça. Ok. Et est-ce qu'on travaille énormément dans les écoles de commerce? Est-ce que tu as dû travailler? Ou c'est pas... On travaille pas tant que ça? Ça se passe comment? Est-ce que c'est comme à la fac, quoi? Je pense que peut-être que... Je dirais pas qu'on travaille moins, mais on a une différente vision. D'accord. J'ai jamais mis j'ai fait un second master, mais c'est un petit peu différent de l'école de commerce. Et j'ai pas forcément été à la fac comme certains y ont été. Mais je dirais que la fac est un peu plus théorique que l'école de commerce. Ok. On travaille différemment en école de commerce. On sait pas qu'on travaille moins, mais qu'on travaille différemment. On se concentre plus sur la partie expérience, comment un peu dessiner sa carrière un peu plus tard. Et je dirais que c'est en cela qu'on travaille beaucoup, mais les cours, je dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Après être sorti d'une classe préparatoire, je pense que j'ai pas trop galéré en école de commerce. Les cours n'étaient pas non plus les plus difficiles. Mais mon année Master 2 de spécialisation était assez hardcore quand même. Ok. Ah bon? C'était assez difficile, quoi. C'était des notions très compliquées à retenir. Et avec ça, il fallait combiner la recherche de stage, de fin d'études, tout ça. Je pense que c'était une année assez compliquée. C'est mon année la plus difficile d'école de commerce. Et pour répondre à ta question, je dirais qu'entre la fac et l'école de commerce, juste on travaille différemment. D'accord. Et on a une différente vision. Mais on ne travaille pas moins en école de commerce, ou on ne travaille pas plus à la fac. Enfin, voilà. Et dans quelle matière on va dire, tu excellais ou que tu aimais le plus durant ton parcours? Ça dépend. Enfin, j'ai toujours bien aimé les maths. Ah oui, moi j'aime pas du tout. Les maths. En école de commerce, tout ce qui est marketing, ça m'intéressait pas beaucoup. Ok. Je faisais en sorte de passer les matières, mais sans non plus y mettre beaucoup d'efforts. Mais j'ai eu un attrait pour la finance dès les Master 1. Ok. Et ça m'a intéressée de plus en plus. Combiné au fait que j'aimais déjà les maths, la logique des maths.
la finance, c'est pas non plus les maths les plus poussées, c'est des maths de base, mais appliquées au monde réel, je dirais. Et j'ai beaucoup aimé. Je dirais que c'est les matières qui m'ont le plus attirée. Je dirais par exemple en classe préparatoire, tout ce qui est philosophie et lettres, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi. D'accord. Et pareil au lycée, au collège, tout ce qui était français, analyse de textes, tout ça, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup aussi. Ça m'a suivi tout le long en fait. J'aime beaucoup lire. Toute information qui m'est donnée est analysée. Enfin, j'ai une certaine vision des choses. Et je pense que c'est aussi issu de ça, de ces matières-là que j'ai aimées. Mais voilà, c'est à peu près les matières qui m'ont le plus attirée dans mon parcours scolaire. Et tu lis quoi comme livre, par exemple ? Je lis de tout, mais de plus en plus en étant montée dans le supérieur. Oui. C'est plus des essais que j'essaie de lire. Ok. Par exemple, ce matin, j'ai acheté Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir et je vais commencer à le lire. Je trouve que les essais sont plus instructifs en fait, parce que là, on évolue dans un monde où, je dirais pas que le fantastique n'est pas nécessaire, mais je trouve que les essais nous apporteraient plus. Ok. Et surtout, ils nous donnent des informations et des observations que des auteurs et des personnes qui ont vécu avant nous ont eu sur la vie. Et ça pourrait nous permettre en fait, d'évoluer dans notre vie à nous un peu plus efficacement. Okay. Je dirais plutôt ça. Moi, je lis beaucoup de sociologie. J'aime beaucoup la sociologie urbaine, ça me passionne. Tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est le genre, la classe sociale, oui. etc. C'est ça que j'aime énormément. Pareil, super intéressant. Donc, tu as fait des études, on va dire, prestigieuses. C'est prestigieux ce que tu as fait comme mes études. Oui. Oui, je dirais pas non, oui. Oui. Tes parents, c'est eux qui t'ont poussé à faire des études comme ça ? Est-ce que tes frères et sœurs font des études prestigieuses aussi ? Ou alors c'est juste une volonté de ta part de poursuivre des études prestigieuses ? En fait, je pense que j'ai toujours été très très bonne élève en fait, dès le collège. Et ça a toujours été ma vocation en fait. J'ai toujours voulu exceller dans ce domaine-là, tout ce qui était scolaire et tout. Je savais que c'était pas tout, qu'il fallait construire sa carrière, construire sa vie, mais le côté scolaire, pour moi, c'était quelque chose d'important. Okay. La personne qui m'a le plus soutenue, je pense que c'est ma mère. Okay. Chapeau bas à elle. Elle n'a pas forcément évolué dans le système scolaire français, mais toutes les décisions que j'ai prises ont été backées par elle. Elle ne comprenait pas forcément ce que c'était la classe préparatoire. J'ai dû réexpliquer 1 million de fois, mais elle savait que les décisions que j'étais en train de prendre allaient dans le bon sens. Donc, elle m'a fait confiance et elle m'a soutenue. Tout ce dont j'avais besoin. D'accord. Et du foyer dans lequel je suis issue, tout le monde est diplômé. C'est bien. D'un master. Ma petite sœur, c'est la dernière, du coup, elle est en route pour avoir son master. Mais j'ai toujours évolué avec des gens qui sont diplômés. J'ai quand même une partie de ma famille qui ne l'est pas. Mais j'ai toujours été entourée de gens, il n'était pas question d'abandonner les études en route, quoi. Pour toi, c'est important d'aller jusqu'au bac plus 5 ? Oui. Pas parce que c'est un Graal à atteindre, pour moi c'est pas du tout un Graal, mais c'est c'est comme, je sais plus c'est quoi le terme, mais c'est un peu une case à cocher, parce que j'estime que le monde est assez difficile comme ça, il faut pas se tirer 2 balles dans le pied en fait pour commencer. D'accord. T'as quand même besoin de ça dans tes bagages. Parce qu'on se dit qu'on peut quand même réussir sans... On peut réussir sans, oui. Mais est-ce qu'on est tous amenés à réussir sans ? Ça, je ne sais pas. Peut-être que ceux qui réussissent sans, c'est plutôt la minorité, mais on n'appartient pas tous à la minorité. Oui, c'est clair. Donc il faut s'armer de science, comme diraient certains, et il faut mettre les diplômes dans ses bagages et prendre la route, en fait. Oui. Et pour moi, ça, c'est... pour moi, c'est je dirais pas le b.a.-ba, pas parce que c'est condamnant, je dirais pas du tout que celui qui n'a pas de bac plus 1 ne peut pas s'en sortir, bien sûr que si. Oui. Mais il ne faut pas... négliger. Il faut pas commencer la vie avec des difficultés, en fait. Oui. Parce qu'on nous fait déjà pas de cadeaux, en fait. C'est clair. Donc, tu es analyste en fusion-acquisition. Oui. C'est quoi concrètement tes missions ? Parce que je t'avoue que ce métier est assez flou pour moi. Oui, c'est pas un métier qui est souvent connu du grand public, mais je dirais, mes collègues diraient qu'on est les comment on appelle ça, les agents immobiliers des entreprises, en fait. Ah. En gros, toute opération qui mêle 2 entreprises, que ça soit une fusion ou une acquisition, une entreprise qui acquiert une autre, ou 2 entreprises qui fusionnent, en fait, y a des banquiers d'affaires au milieu
qui s'occupent de tout ça, qui vont s'occuper de valoriser en fait l'un ou l'autre, qui vont s'occuper de tout. Si par exemple, moi, il y a une entreprise qui vient voir ma banque d'affaires dans laquelle je travaille, et elle demande elle veut vendre. Enfin, l'entrepreneur veut vendre, il fait appel à nous. Nous, on va se charger de trouver des potentiels acquéreurs. On va l'aider à peu près savoir combien vaut son entreprise. Pour pas que le prix qui va lui être proposé par le potentiel acquéreur puisse être soit à côté de la plaque. Enfin, on essaie de l'orienter comme ça. Et c'est à peu près les différentes missions qu'on a. Mais après, dans le quotidien... là, c'est une description grosso modo que je donne, mais dans le quotidien, on a d'autres petites tâches à faire. C'est nous qui nous occupons de superviser le transfert des documents officiels entre le potentiel acquéreur et le potentiel vendeur. Il y a plein d'opérations entre les deux. Je pense que je ne vais pas m'étaler dessus, mais il n'y a pas que les fusions et les acquisitions dans le métier d'analyste en fusion-acquisition. Il y a toutes les opérations financières en fait, qui concernent deux entreprises. Ou même qui peuvent concerner un individuel parce qu'il y en a beaucoup qui le font. C'est un individuel qui, je ne sais pas, a économisé toute sa vie, se retrouve avec, je dis n'importe quoi, 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, ce qui n'est pas beaucoup, et qui se fait backer par un fonds d'investissement ou par une banque pour augmenter son capital, et qui a envie, après une bonne carrière professionnelle dans le domaine de la maçonnerie, décide de racheter une maçonnerie. Avec son capital de base, il va aller voir une banque d'affaires et lui dire en fait, je cherche une entreprise avec tel ou tel critère. Est-ce que vous pourriez m'orienter pour que je puisse trouver l'entreprise qui est adaptée à moi? Et nous, peut-être dans notre portefeuille, on a quelqu'un qui veut... se vendre, ou on va essayer de rechercher les entreprises qui pourraient potentiellement vendre sur le marché. Et voilà, c'est à peu près ça. Il y a d'autres opérations, ça c'est quelques-unes que je décris, mais il y a d'autres opérations en fait qui sont concernées par le métier de fusion-acquisition. C'est un métier assez intéressant, et je trouve que dans tout ce qui est la diaspora africaine, en France et tout, c'est quelque chose qui n'est pas trop connu, et qui pourrait être un outil assez intéressant. Par exemple... on a des entrepreneurs qui ont des compétences, qui ont envie de monter leur boîte. Ça pourrait peut-être leur éviter de toutes les difficultés qu'un entrepreneur peut rencontrer au moment où il monte sa boîte, et peut-être racheter quelque chose d'existant et apporter en fait sa vision et sa stratégie qu'il a pour un tel ou tel secteur. Et c'est un outil qui est assez intéressant. Justement, est-ce que tu as été confrontée à des défis durant tes études et durant même au boulot, du fait que tu sois d'origine ivoirienne, d'origine africaine, ou même que tu sois une femme? Dans mon parcours, oui, bien sûr, il y a déjà eu des propos très déplacés, très limites, mais des propos vraiment très, très, très limites, où on me demandait ouvertement si je voulais... coucher avec un tel, des trucs comme ça. Oui, j'ai eu aussi des propos des sympathisants des partis politiques d'extrême droite qui affichaient clairement leur orientation politique, et qui n'avaient pas peur de me dire des choses sur les Africains, qui n'avaient pas peur de me dire que en fait, la criminalité en France était due aux Arabes et aux Noirs. Voilà, quoi. C'est des choses classiques, mais je ne pense pas qu'on doit se laisser abattre par ça. Comment t'as fait pour surmonter ça? Parce que déjà de base, tout ce qui est racisme, misogynie et tout, pour moi c'est pas des... je sais pas comment vous l'expliquer, mais pour moi c'est des coups qui m'atteignent pas. Parce que ce soit mon identité ou ce que je suis, c'est des choses que j'ai... Déjà j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc j'ai grandi dans un lieu où, que je sois noire ou jaune, ça n'a jamais été questionné en fait. Le fait que je sois noire, ça n'a jamais été questionné. Et j'ai grandi dans une famille avec beaucoup de femmes. Donc ma puissance en tant que femme, qui je suis, ça n'a jamais été questionné en fait déjà. Donc je me suis construite comme ça en fait. Que je sois noire, femme, c'est des choses actées. La définition de mon identité, elle ne dépend pas de comment la société voit une femme. Ou comment la société française voit un noir ou une noire. C'est des choses que j'ai construites avec des expériences bien sûr. Mais elle n'a pas, que ce soit la misogynie ou le racisme, n'a pas été la base en fait de ma construction, et n'a pas été la base de la construction de mon identité. Donc ce qui fait que même quand on me balance ça à la gueule, c'est pas des choses qui m'atteignent dans ce que je suis,
Mais tout ce que je demande à ces gens-là, c'est que leurs avis restent dans leur sphère personnelle, parce que l'espace de travail et l'espace public, c'est un espace qui m'appartient à la fois à moi et qui leur appartient aussi. Donc tout ce que je demande, c'est le respect. Ok. C'est tout ce qui me dérange en fait quand ces propos-là sont tenus. Okay. C'est qu'il y a un manque de respect. Parce que je ne vais pas empêcher le raciste d'être raciste. Oui, c'est clair. Et il ne va pas non plus m'empêcher d'exister en tant que femme noire. Oui. Donc tout ce que je demande, c'est que dans l'espace public et dans l'espace de travail, en fait, qu'il y ait du respect. C'est tout ce que je demande. Franchement, c'est une bonne vision. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des personnes peut-être africaines, afrodescendantes, mais qui souhaiteraient se lancer dans une carrière de fusion-acquisition? Des femmes ou des hommes, d'ailleurs? La porte est ouverte. Sincèrement, faites ce que vous avez envie de faire. Est-ce qu'il y a des prérequis, d'ailleurs? Est-ce qu'il faut être vraiment fort en maths, en éco, tout ça? Il faut vraiment... C'est pas un métier... les gens disent souvent que les tâches ne sont pas très compliquées en fusion-acquisition. Enfin, il faut être juste bon en finance, quoi. Et il faut pouvoir répondre aux exigences qui sont demandées dans le métier. La rigueur, le sens du détail. En fait, il faut rentrer dans le secteur. Oui. Apprendre les prérequis, c'est-à-dire les questions qui vont être demandées en entretien. C'est des questions classiques qui demandent tout le temps. Si quelqu'un a réussi à se procurer une liste de questions qui est souvent demandée, je pense qu'il peut s'en sortir en entretien. Et pendant ces expériences, il faut qu'il soit rigoureux, présent, intéressé et qu'il montre son envie, en fait. Ok. On apprend tout. Sincèrement, dans ce métier, tout est à apprendre. Et le seul conseil que je peux donner à des gens qui ont envie de faire ça, vraiment foncez et que rien ne vous arrête, en fait. Oui. Faites ce que vous voulez. Pas de faites limite. Il n'y a vraiment pas de limite dans la vie. Alors, Satou, nous arrivons au terme de cette interview. Oui. Moi, j'aimerais te poser une question concernant la Côte d'Ivoire, parce que, comme tu le sais, je suis ivoirienne aussi. Oui. Est-ce que tu te vois exercer ce métier donc, en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu te vois vivre en Côte d'Ivoire? Comment tu te projettes par la suite dans ta carrière? Oui, totalement. Pour le moment, j'essaie d'obtenir des contrats en CDI ou pour un VIE. Je suis dans des process pour intégrer des entreprises en fait, qui font soit du private equity ou soit de la fusion-acquisition en Afrique. Ok. Parce que vraiment, moi, j'aimerais bien construire ma carrière totalement en Afrique. Ah, ok. Et si j'ai un VIE, ça serait très intéressant puisque ce sera un lycée de 1 an ou 2 ans où je serais vraiment... parce que les VIE que je demande sont à Abidjan, où je serai totalement à Abidjan et je vais travailler là-bas et je vais voir ce que ça donne. Mais je me projette totalement. Ok. Si c'était possible demain, je ramasserais mes affaires. Ah oui, tu ne te sens pas... Enfin, tu préfères la Côte d'Ivoire? Pourquoi Moi, je suis très attachée à mon pays d'origine. Ok, très bien. Très, très attachée à mon pays d'origine. Mais je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Depuis toute petite, et j'ai toujours rêvé de travailler dans les 4 coins du monde. Sincèrement, je disais ça à ma mère il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était hier. Je dis mon job de rêve, ce serait de pouvoir voyager partout, tout en travaillant en fait. Ok. Vraiment, qu'on me dise d'aller au Kenya, en Afrique du Sud, au Rwanda, à New York. Sincèrement, je ne serais pas gênée. Je pourrais travailler partout. En France, en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un premier pas. De savoir que, en fait, là où j'ai quand même grandi, la France, les habitudes que j'ai prises, la France m'a quand même construite et j'ai gardé certaines valeurs, en fait, de la France, du coup. Ça fait de moi une bonne Française, quand même, un peu. Je suis franco-ivoirienne, mais il y a quand même je suis quand même française. Et c'est de savoir comment je vais pouvoir m'adapter, en fait. C'est quand même mon pays d'origine, mais je suis partie il y a longtemps. Oui. Et savoir comment je vais pouvoir m'adapter, c'est un premier pas. Oui. En fait, c'est un premier pas vers mon rêve, en fait, de pouvoir travailler partout. Donc, je vais faire ce premier pas-là, je vais voir ce que ça donne, si je dois m'adapter ou pas m'adapter, et ensuite, on verra. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi. Et Merci quant à nous, aussi. on se retrouve à bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir. Au revoir.